Oui. Dans ces tables rondes, on a beaucoup entendu parler jusqu'à présent des récifs d'une manière technique, écologique, en termes de réseau trophique, etc. Peut-être pas autant que tu aurais voulu, Jean-Claude, mais enfin bon. On a très peu mis en contexte, c'était le sens de ma question ce matin, notamment avec le collègue de d'Agde, dans le golfe du Lion, par exemple, il existe quand même pas mal de structures, de modèles de gestion. En l'occurrence, un parc naturel marin, c'est quand même pas rien. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de poser le récif artificiel. C'est valable d'ailleurs pour les parcs éoliens en mer, de les poser dans un cadre de gestion. En quoi ils viennent en tant qu'outil utile, même à la gouvernance. J'irai plus loin. On a parlé de synergie entre les acteurs ce matin, très bien. Bon, en quoi ils viennent, et les parcs éoliens eux-mêmes, on voit bien jusqu'à présent tout le débat public, qu'on soit pour, qu'on soit contre, tout le débat public que génère, pour la première fois, je vous signalerai, par rapport au développement d'une activité maritime, le débat public qui a lieu en ce moment, et le financement aussi de la recherche. Je pense que le JCCUM, en sait quelque chose. Il y a véritablement là un essor qu'on n'a jamais connu auparavant. On ne s'est jamais posé ces questions, par exemple, pour le transport maritime. Jamais. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau. Et pour moi, poser la question comme ça dans son ensemble, dans cette dynamique où les territoires, tout d'un coup, découvrent qu'au-delà de leur plage, comme c'était exprimé ce matin par monsieur le maire, ben oui, il y a une mer en 3 dimensions, avec des êtres qui y vivent, qui s'y développent, avec toute une dynamique qui se développe dans cet espace. Alors, c'est un peu ça qu'on a voulu poser là très très récemment, il n'y a pas plus tard qu'une semaine maintenant. Jean-Claude était là, Michel était là, aux Océans Atlantiques, qu'on a cofondé avec Brigitte Dornemann, ici présente. Et on parlait de quoi? En faisant venir toutes ces initiatives, pas que le récif, mais toutes ces initiatives de territoire, pour essayer de voir un peu, effectivement, comment on peut réconcilier, je crois que le mot n'est pas trop fort, protection de la biodiversité et développement des activités. Des activités sur le littoral, des activités en mer. Réconcilier les mondes terrestres et maritimes, c'est pas trop fort non plus. Il y a un excellent livre qui vient de sortir par notre très cher collègue Yves-Marie Paulet et aussi Gérard Le Boëdec, historien à l'Université de Bretagne Sud. Je vous conseille vraiment de le lire sur littoral breton, passé, présent, futur. Remarquable, du XVIe siècle au XXIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces littoraux? On oublie que pendant longtemps, et les agriculteurs au premier chef, la mer a nourri la terre. Pas d'engrais sans le goémon qui était récolté sur la grève. Le sel, aujourd'hui, qui est redevenu un petit peu à la mode, mais le sel, qui était qui vient de la mer. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de défense contre la mer, on rejette dans la mer. Le flux a complètement changé. C'était un flux positif de la mer vers la terre, et c'est devenu un flux négatif de la terre vers la mer. On en sait quelque chose, notamment sur ces côtes, ici. Donc voilà, je crois que de parler de réconciliation, c'est pas trop fort entre les acteurs terrestres et les acteurs maritimes, et je pense que les récifs, comme les parcs éoliens, ont leur rôle à jouer. Alors, un récif artificiel, encore plus, bien sûr, un parc éolien, comme on vient d'en parler, c'est un pas sérieux, quand même, dans la mer. Je sais qu'on n'est pas habitué ici, dans ce pays, en tout cas, par rapport à plein d'autres pays, à des initiatives de restauration. Je l'ai entendu encore ce matin. Surtout pas, on ne touche pas au milieu. N'empêche qu'on l'abîme. Si on l'abîme, peut-être qu'on peut le restaurer. Peut-être qu'on peut faire des choses, quand même. Agir sur ce milieu et non pas rester simplement les bras ballants. À partir du moment, effectivement, où on prend en compte la dynamique même de l'écosystème, par la connaissance, qu'on est capable, effectivement, de comprendre ce qui se passe. C'est tout l'objet des études qui se font à droite et à gauche, et voir un petit peu comment, effectivement, comme on l'a dit depuis ce matin, faire du biomimétisme,
hein, pas seulement avec les récifs, mais je dirais dans la dynamique du récif dans son environnement, dans son milieu, par rapport à nos propres outils de gestion. Alors, aujourd'hui, je voudrais insister sur quelque chose qui a été complètement mis de côté par les États, l'ensemble des États, et ce n'est pas simplement valable pour la France, mais pour la plupart des pays dans le monde. Si vous reprenez la Convention sur la biodiversité, c'est bien de la biodiversité qu'on parle aujourd'hui. Hein. Si on reprend en compte la Convention sur la biodiversité, il y a une clause, la fameuse cible 11 de Aichi, le fameux traité de Aichi, qui parle des aires marines protégées, mais aussi des autres mesures de conservation environnementale, les fameuses AMCE. Totalement ignorées, totalement ignorées. Tout le monde parle des aires marines protégées, personne ne parle de ces autres mesures de conservation environnementale. Et pour moi, l'implantation de récifs comme le récif Goëlo peut être vraiment très intéressant pour justement, je ne dis pas que ça va être à tout coup devenir peut-être une autre mesure de conservation environnementale, mais en quoi cela peut concourir à une dynamique justement entre acteurs pour arriver à reposer la question de la gestion de ce milieu. Non pas simplement par rapport à la biodiversité exceptionnelle, comme on a souvent l'habitude, Jean-Claude, qui a été l'auteur de nombreuses niefs, le sait, mais aussi cette biodiversité ordinaire, justement, que les récifs tentent de fixer hein, dans leur propre environnement. Alors, c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé. Vous avez des guides très très détaillés par l'IUCN. Si véritablement il y a des gens qui ont travaillé sur la question, je ne dis pas que ce sont les seuls, mais vous avez de très très bons guides, là, ceux qui sont cités ici, qui sont faits par l'IUCN, disponibles très facilement sur le net, que vous pouvez trouver à tout coup, qui décrit la dynamique de création de ces fameuses AMCE, autres mesures de conservation environnementale. Au départ, bien sûr, et c'est ce qui est intéressant, on ne part pas sur le principe de la protection. Hein, on n'est pas dans un site protégé. Mais on se pose la question en quoi le récif, là, en l'occurrence, dans son environnement, peut concourir non pas, disons, à une fixation de la biodiversité de manière durable. Alors, vous avez ici les différents critères. Et je vais insister sur les deux premiers critères dans cette dynamique d'identification d'une autre mesure, une zone de AMCE. La première des choses, c'est véritablement un peu ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui s'est fait pour la préparation, tout le cycle de préparation de mise en place des récifs Goëlo, mais on pourrait très bien aussi l'élargir à la mise en place, comme ça a été montré, 10 années de discussion pour effectivement la mise en place d'un parc éolien, puisque ça s'adresse aussi à un parc éolien, pourquoi pas dans l'avenir. C'est vraiment une question, à mon avis, on parle de l'effet réserve, des parcs éoliens, etc. C'est vraiment une question qu'il faut poser dans l'avenir. Est-ce que ces zones, qui ont effectivement un effet réserve de fait, peuvent devenir un jour ou être considérées comme les autres mesures de conservation environnementale? Et c'est important, parce que là, vous vous adressez plus simplement au lobby de protection de la biodiversité, mais également au secteur privé. Et les pêcheurs sont concernés, bien sûr, au premier chef. Toute activité en mer est concernée au premier chef. Et tout d'un coup, vous avez la question environnementale qui devient, je dirais, une question qui s'adresse à tous, et pas simplement à quelques fervents défenseurs de la biodiversité, mais vraiment à tous par rapport au devenir de ce milieu maritime qui, pour moi, doit devenir véritablement un sujet de préoccupation, mais quotidienne, d'un territoire, des territoires littoraux. Ça a été l'objet de nos discussions lors des Océans Atlantiques, au Pouliga, il y a une semaine. Et je crois que fondamentalement, aujourd'hui, à l'heure de la création et de ces documents stratégiques de façade, il est vraiment essentiel qu'il y ait cette appropriation locale.
Et l'appropriation locale, elle passera par quoi? Elle passera par le fait que les gens, dans leur quotidien, à travers leurs activités, et en particulier pour ceux qui ont des activités en mer, se sentent concernés localement. C'est vraiment à ce prix-là. Et je pense que cette approche d'autres mesures de conservation environnementale est très intéressante parce qu'elle génère le débat, elle permet véritablement de s'approprier pour tous, de s'approprier cette notion de maritimité des territoires. J'ai entendu monsieur le maire le dire, en parler ce matin, et j'ai trouvé ça très intéressant, notamment de parler de la création d'un centre de ressources. Et on en parle dans beaucoup de communes, création de centres de ressources ou de maisons de la mer. Au Pouliguen, c'est la maison de la mer et de l'océan, etc. Et ça, je crois que c'est un pas fondamental. Et bien sûr, la région, les régions sont, je pense, vraiment concernées au premier chef. Comment réduire cette distance qu'il y a entre, je dirais, un document stratégique de façade, même s'il y a des conseils scientifiques, etc., et puis l'appropriation locale. C'est que de cette manière-là que, à mon avis, on arrivera à évoluer. Et là, on a vraiment, je pense, avec les récifs artificiels, les parcs éoliens, on a vraiment de quoi poser cette question, en quoi ces initiatives peuvent concourir à des autres mesures environnementales, les fameuses de conservation environnementale, les fameuses AMCE. C'est vraiment une question locale, mais c'est aussi une question nationale qui devra être posée. Vous savez tous l'objectif 2030, 30% bien sûr, des aires protégées terrestres et des aires protégées en mer, 30% de l'ensemble de la surface qui est concernée pour chaque État. Eh bien, c'est clair, on peut dire ce qu'on veut, et quand on discute avec les collègues des autres pays, ils disent la même chose. En ne considérant que les aires marines protégées, on le fera peut-être sur le papier, hein, oui, mais en réelle gestion, on n'y arrivera pas avec uniquement des aires marines protégées. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu? C'est véritablement d'attirer et de faire en sorte que cette question soit la question de tous, c'est-à-dire du secteur privé. Et je pense que le fait du développement des parcs éoliens en mer aujourd'hui est une chance